Bon, bah voilà, dans ce topo, on va parler de Cuba et de la révolution cubaine, en se demandant donc un peu si c'était une révolution prolétarienne ou pas, et si Cuba est un pays communiste. Bon, je dis était parce qu'en fait, je ne vais pas tellement parler de la situation actuelle. Je vais me concentrer surtout sur un peu l'arrivée du dictateur Batista au pouvoir en 1952. J'y reviendrai, vous inquiétez pas. Et je vais finir globalement sur la chute de l'URSS dans la fin des années 80, début des années 90. Donc voilà, on ne traitera pas forcément de ce que est Cuba aujourd'hui. Qu'est-ce qu'était Cuba avant? C'était en fait une colonie de l'Empire espagnol. C'est une colonie un peu particulière parce que puisque jusqu'à assez tard, c'est un pays qui est soumis à un impérialisme de seconde zone. En disant un impérialisme de seconde zone, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est un impérialisme issu d'une puissance médiévale et qui repose sur le système économique d'exploitation, de l'esclavage. Et les principales ressources exploitées à Cuba, dans une île caribéenne, donc, c'est la canne à sucre et le tabac. Et c'est particulier aussi parce qu'à la fin du 19e siècle, il y a très peu de colonies qui fonctionnent encore comme ça. Le capitalisme est en plein essor à ce moment-là. Donc il y a une forte volonté d'indépendance qui se crée dans la population cubaine. Il y a la naissance d'un mouvement indépendantiste qui va arriver. Mais comme dans beaucoup de colonies et surtout celles d'Amérique latine, ce ne sont pas les exploités qui prennent la tête des mouvements indépendantistes, mais c'est une bourgeoisie qu'on va appeler comprador. Bourgeoisie comprador, c'est en fait les colons d'origine espagnole qui veulent avoir plus d'autonomie sur les territoires colonisés. Car sinon, en fait, ils doivent rendre des comptes à la couronne espagnole, en l'occurrence. Et donc, celui qui représentera le mieux, celui qui va être un peu à la tête de ce mouvement d'indépendance, c'est José Martí, un écrivain cubain, poète, journaliste, plein de choses. Bref, un bourgeois intellectuel. Et donc, c'est derrière lui et derrière son idéologie révolutionnaire que les Cubains vont se ranger pour dégager l'impérialisme espagnol en 1898. La guerre d'indépendance s'achève à ce moment-là. José Martí il meurt pendant la guerre et devient donc un héros national. Va y avoir des statues érigées de partout dans le pays de lui, et d'ailleurs elles existent encore aujourd'hui. Évidemment, pour cette guerre d'indépendance, pour chasser la couronne espagnole, la population cubaine, les Cubains, ils vont avoir de l'aide, et ça va être de la part des États-Unis, donc l'impérialisme proche et capitaliste florissant juste à côté, quoi. Parce qu'évidemment, ils voulaient profiter de l'indépendance de Cuba vis-à-vis de la couronne espagnole pour mettre le grappin dessus à leur tour. Et les Cubains, d'ailleurs, ont senti très vite le traquenard, puisque après ça, les États-Unis ont gardé des bases militaires sur l'île et ont invité tous les bourgeois à venir faire fortune dans le sucre à la suite de ça. Pour parler rapidement de la classe ouvrière dans cette période, comme dans d'autres endroits aussi, à la suite de l'abolition de l'esclavage à Cuba qui a eu lieu en 1886, les centaines d'esclaves qui travaillaient dans les grandes plantations de canne ont été transformés en prolétaires. Et parce qu'il y avait aussi, en même temps le développement des grandes industries sucrières, qui, du coup, massifiait et créait la classe ouvrière à Cuba. Et donc, il y a quelques mouvements aussi qui vont apparaître dans la classe ouvrière et qui ont un peu marqué cette époque, comme la grève des apprentis en 1901, qui a été déclenchée à la suite d'humiliations et de discriminations que subissaient les apprentis de la part de leurs patrons.
la grève a été intense et elle s'est d'ailleurs étendue et il y a eu des barricades, mais 6 morts et une centaine de blessés. Parce qu'en effet, la répression vis-à-vis du mouvement ouvrier était assez féroce, mais on a vu tout de même naître le Parti ouvrier de Cuba en 1904. D'ailleurs, ce Parti ouvrier de Cuba, il adhère à la Deuxième Internationale, bon, sans être tellement influencé par celle-là. Et donc, la classe ouvrière était quand même relativement petite par rapport à d'autres pays industrialisés, capitalistes, développés, et notamment parce qu'elle commence à apparaître tard, comme je l'ai dit, et c'est l'une des définitions justement d'un pays arriéré. Bon, et je passe rapidement, mais au début du XXe siècle, il y a le régime de Machado, quelqu'un qui est tout à fait en lien avec les États-Unis, qu'on peut aussi un peu qualifier de dictateur, qui a été d'ailleurs connu pour la répression qu'il faisait subir au mouvement ouvrier dans cette période. Et donc, qui dit mouvement ouvrier au début du XXe siècle, dit apparition de partis communistes. Et donc, qu'est-ce que c'était le Parti communiste cubain avant la Révolution ? C'est sous le régime de Machado que le Parti communiste cubain se crée en juillet 1925. Et du coup, les dirigeants les plus connus qui fondent le Parti communiste cubain en 1925, il y a Mella sur la gauche. Enfin, lui, c'est la gauche. Ouais, voilà. Il y a Mella. Et donc, lui, il était issu de la contestation universitaire, voilà, un jeune rebelle. Et il y a Rubén Martínez Villena sur la droite. Lui, un poète qui a aussi participé à l'opposition estudiantine et qui était également une des personnalités marquantes du Parti communiste cubain. Et ces deux dirigeants montrent bien l'origine, la composition sociale du Parti communiste qui avait en fait ses racines dans l'intelligentsia bourgeoise et petite bourgeoise. Parce que quand même, au bout d'un moment, Moscou il donne l'ordre de se rapprocher de la classe ouvrière. Il y a donc des grèves qui vont éclater dans les industries du sucre et qui ont permis au Parti communiste cubain de construire un syndicat national de l'industrie sucrière. Ça date de 1932. Et quand bien même Machado réprimait les grèves, les communistes voulaient tout de même de temps en temps négocier avec lui. Et en acceptant donc la négociation avec Machado et donc en refusant d'aller au bout des possibilités des grèves qui avaient lieu à ce moment-là, le Parti communiste en fait désarmait politiquement et moralement la classe ouvrière dans les événements de grève. C'est pour faire un peu le panorama du Parti communiste, quoi. Et vu que c'était également la politique de Moscou à ce moment-là, de l'internationale communiste, il y a beaucoup de changements de cap, donc pour le PC cubain aussi, vu que dès le printemps 1934, le Parti communiste allait une fois encore, allait cette fois-ci sous les... je l'ai déjà dit, changer de cap, faire un virage. Et donc c'est à ce moment-là que, au nom du Front unique, mais donc en fait plutôt des fronts populaires dans les faits, que se sont préparées en fait les futures compromissions entre les nationalistes bourgeois ou les bourgeois qui étaient plus ou moins radicaux. Et donc, il se détourne de Machado cette fois, parce qu'il n'a plus trop la cote aussi, vu qu'il y a énormément de grèves et de mobilisations sociales. Donc c'est en se détournant de Machado, ils vont en fait, au nom de l'antifascisme, faire alliance avec Batista. Le dictateur Fulgencio Batista. Et donc Batista, lui, il vient d'un milieu assez populaire, justement, il est d'origine cubaine avec des descendants d'esclaves et des descendants de populations autochtones.
Et en fait, au début, il dit vouloir l'indépendance de Cuba vis-à-vis des États-Unis, qui était, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, quand même très, très présente. Et donc, il faisait beaucoup plus l'unanimité dans la population par rapport à Machado. On verra par la suite que ce n'est pas tout à fait le cas, que ça n'est plus le cas. Et donc, en juillet 1940, Batista se présente aux élections pour être président et sa candidature a donc été soutenue par la coalition démocratique socialiste et cette coalition, il y avait le Parti communiste qui y participait. Et en 1944, le Parti communiste cubain change de nom et devient le Parti socialiste populaire. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il condamne complètement les guérillas en les jugeant trop aventureuses et il ne participe en fait à la lutte armée, donc aux guérillas, qu'un peu plus tard, mais j'y reviendrai. Et donc à ce moment-là, Batista, il n'est pas encore dictateur, vu qu'il est élu démocratiquement, et le PC a donc quelques places dans son gouvernement, quoi. Bon, après, il quitte la présidence. Batista quitte la présidence à la suite d'autres élections, mais il garde quand même des contacts avec des chefs de l'armée. Et donc, il revient au pouvoir en 1952 par un coup d'État militaire. Coup d'État qui, d'ailleurs, a été appuyé par les États-Unis, alors qu'en 1940, il se disait contre la domination des États-Unis à Cuba. Il y avait aussi, normalement, il y aurait dû y avoir en fait des élections normalement en 1952 et ça aurait été sûrement le parti orthodoxe qui aurait gagné. J'en parle notamment parce que Fidel Castro faisait partie de la section jeune de ce parti orthodoxe qui était populaire à cette époque. Et à la fin de 1952, donc Castro, pour parler un peu de lui, il avait 26 ans, il était avocat, mais il vivait pas très bien de son métier et en fait il représentait bien les jeunes intellectuels contestataires de sa génération. Il était issu d'une famille assez aisée. Son père avait fini par faire fortune grâce à des opérations frauduleuses et son père possédait aussi un grand domaine sucrier. Sauf que, comme je l'ai dit, en 1952, il y a le coup d'État de Batista, mais au niveau de la population, bon, ça passe pas du tout. Et vu qu'il y a une inaction complète de tous les partis un peu traditionnels, il y a beaucoup de groupes d'action qui s'opposent à la dictature, qui vont se créer, qui vont se constituer. Voilà. Ça spoil un peu, mais c'est pas grave. Ça spoil pas tellement, j'y viens tout de suite. Et donc, il y a des groupes d'action et notamment autour de Castro se réunit un certain petit groupe et il va prendre la tête d'une attaque de la base militaire de Moncada le 26 juillet 1953. Oui, la base militaire, elle se situe à Santiago de Cuba, c'est dans le sud de l'île. La répression de cette attaque, elle a été assez féroce elle aussi. La ville de Santiago donc, a été ratissée et beaucoup de ceux qui ont tenté de fuir Santiago et de rejoindre La Havane qui est plus au nord, ils ont été arrêtés, torturés et exécutés. Il y a 68 prisonniers ensuite qui sont massacrés dans les prisons. Et donc, il y a ensuite un procès qui vient de là. Oui, du coup, c'est une image, je n'ai pas du tout parlé de l'image, pardon. C'est donc ça, tous les coups de feu qui ont été lancés par le groupe de Castro. Et pour l'anecdote, aujourd'hui, ils y sont encore. Il les a laissés parce qu'il est très attaché à cette attaque-là. Et il y a juste des drapeaux de partout de Cuba notamment, qui sont encore aujourd'hui. Il a laissé les petits trous, quoi. Voilà, pardon. Donc, répression féroce. Et donc, il y a des procès. Ceux qui ont pu être attrapés par l'armée de Batista ont eu un procès.
et notamment Castro, qui lui, lors de son procès, il se défend seul en accusant le régime. Et ça ne marche pas très bien, sa plaidoirie seule. Il a été condamné à 15 ans de prison. Et en prison, il va écrire une espèce de petit programme en 5 points. D'abord, il demande le rétablissement de la Constitution de 1940 avec la mise en place d'un gouvernement provisoire et l'éruption de l'appareil judiciaire. Ensuite, il veut que tous les fermiers, les métayers, les tenanciers précaires reçoivent des titres de propriété pour les terres de 70 hectares au moins là où ils travaillaient, quoi. Et il fallait que ces propriétaires-là soient indemnisés par l'État. Il demandait aussi ensuite que les employés, les ouvriers des entreprises commerciales, industrielles et minières reçoivent 30% des bénéfices des entreprises. Les fermiers pourraient aussi participer pour 55% aux produits de la récolte sucrière et tous les biens acquis frauduleusement seraient saisis au bénéfice des caisses de retraite des travailleurs des hôpitaux, d'asiles et de maisons de bienfaisance. Bon, autrement dit, dans ce programme, il n'y a pas grand-chose de tellement révolutionnaire. Et donc, c'est comme ça que Castro il a été un peu connu avec cette attaque et avec ce programme qu'il va rédiger en prison. Et donc, ça part de là, le fait qu'il commence à avoir un peu de soutien de la part de la population. Et petit à petit, son groupe d'action prend un peu de l'ampleur au fur et à mesure des années. Et il nomme donc son mouvement le mouvement du 26 juillet. Par la suite, à partir de 1955, Batista est tellement féroce dans sa dictature qu'il va se permettre en fait, de donner un peu un aspect plus démocratique, entre grosses guillemets. Et donc, il va libérer les prisonniers politiques et il enlève la censure. Donc, ça a eu pour effet un peu de démobiliser temporairement les groupes d'action qui s'opposaient à lui. Parce que dans les groupes d'action, il y a le mouvement du 28 juillet, mais il y en a d'autres un peu plus petits aussi, dont on évoquera le palmarès plus tard. Voilà. Et donc, vu qu'il se donne un aspect un peu plus démocratique, Batista, il fait libérer les prisonniers politiques, dont Castro. Il sort de prison. Et donc, à Cuba, l'ensemble de l'opposition, à l'exception du Parti communiste et du mouvement du 26 juillet, ils se mettent d'accord pour réclamer de nouvelles élections et tenter d'instaurer un dialogue avec Batista. Vu qu'il a l'air plus cool, on pourrait peut-être parler avec lui. Mais parce que en fait, les négociations avec Batista, elles donnent rien du tout. La colère, fait face, arrive de nouveau dans la jeunesse et chez les travailleurs. Et donc, dans la même période, il y a des grèves qui éclatent dans l'industrie sucrière, mais qui se font, elles aussi, durement réprimées. Et donc, Castro, comme je l'ai dit, il sort de prison, mais en fait, il part de Cuba pour aller globalement trouver des fonds pour son mouvement aux États-Unis et au Mexique. Et c'est là que, et donc c'est pendant qu'il est au Mexique, donc, qu'il va se mettre en lien avec Che Guevara, et avec qui il va constituer leur politique et leur mouvement. Donc Che Guevara ici, et là c'est Fidel Castro, ça c'est Raúl Castro, c'est son petit frère, et ça c'est Che Guevara aussi, parce que je voulais trouver une photo. Bon, voilà. Et donc ils vont papoter de tout ça, etc. Et donc à la fin de l'année 1956, en liaison avec donc, les groupes d'action du mouvement du 26 juillet qui, eux, sont à Cuba, et sous la direction d'un certain Frank País, il regroupe et qui regroupe plusieurs centaines d'hommes en fait à Cuba. Castro, il met sur pied un débarquement dans l'île. Il prépare son retour dans l'île avec Che Guevara et son petit frère. Et donc le 30 novembre 1956, il y a Fidel, Raúl et Che Guevara et à peu près 80 autres personnes qu'ils ont réussi à convaincre de rassembler le mouvement, qui débarquent sur l'île par bateau, un bateau qui n'avait pas tout à fait les capacités d'accueillir 80 personnes. Pour l'anecdote, ils ont un peu failli mourir en mer, mais voilà, le bateau il s'appelait le Granma, qui signifie grand-mère en espagnol.
Et donc pendant ce temps, pendant ce temps où Fidel, Che Guevara, etc., ils arrivent ils retournent sur Cuba le 30 novembre 1956. À Santiago, il y a donc le Frank País et à peu près 300 hommes qui font partie du mouvement aussi du 26 juillet, qui attaquent le quartier général de la police, qui attaquent la prison, et donc ils libèrent les prisonniers politiques. Le lendemain, ils attaquent à nouveau et ils s'emparent de certains bâtiments publics. Bon, et il y a aussi une grève qui va éclater et qui va paralyser la ville de Santiago, dans le sud, vous vous souvenez, pendant toute une journée. Et donc Batista, à la suite donc c'est un peu le début de la guérilla qui commence et des actions coup de poing qui apparaissent. Et donc Batista, à la suite de ça, il proclame l'état de siège et il fait arrêter et tuer tous ceux qui se trouvent clairement sur son passage. Voilà. Et donc les Castro et Che Guevara, en voyant la répression sanglante, ils partent se réfugier dans les montagnes de la Sierra Maestra. Donc c'est ici. Vous voyez, j'ai trouvé un truc où il y a des petites, on voit les reliefs, donc les montagnes. Ça, on voit bien, c'est bon. Et donc Santiago, c'est juste à côté, et la Havane, c'est là, assez loin. Le sud, le nord. Voilà. Ils partent se réfugier, voilà, à la Sierra Maestra. Et donc les troupes de Castro se cachent à la Sierra parce que c'est un peu un endroit reculé, c'est les montagnes, c'est la campagne, et c'est aussi un peu le refuge des hors-la-loi sur l'île. Et là, ils vont avec leurs troupes qui vont être leurs troupes vont être de moins en moins mobilisées, mais ils vont quand même essayer de regrouper de plus en plus de gens. Et c'est un peu là aussi que commencent les guérillas. Et donc, voilà, je l'ai dit, c'est bon. Le mouvement du 26 juillet, il se contente de rassembler tous les groupes en fait, d'opposition à Batista, et que ce soit les paysans qu'il y a dans les montagnes ou la bourgeoisie libérale, parce qu'en fait, ils se décrivaient plutôt comme un mouvement de résistance civique. Et c'est d'ailleurs avec les alliances de la bourgeoisie libérale que le mouvement du 26 juillet va collecter des armes et de l'argent, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les paysans qui ont le plus d'argent ni d'armes. Et donc, pendant que Castro monte son mouvement dans la Sierra, d'autres groupes d'action d'opposition à Batista font des actions pour tenter de renverser Batista. Tout le monde a le même objectif. Et donc, c'est par exemple un groupe qui s'appelle le Directoire révolutionnaire, dont la tête d'affiche est d'Echevarria, qui est donc un de ces groupes. Le 13 février 1957, ils vont attaquer le palais présidentiel. Mais vu qu'il y a plein d'autres, et donc ça c'est un peu une action particulièrement spectaculaire à ce moment-là, qui va encore une fois se finir par de la répression, parce que ça ne va pas tellement fonctionner. Et en fait, en voyant ça, le fait qu'il y ait ça, Castro a du mal en fait, à être le seul reconnu comme l'unique leader d'opposition à Batista. Vu que son groupe, lui, il est caché dans les montagnes et qu'il y en a d'autres qui tentent d'attaquer le palais présidentiel, quoi. Donc, petit à petit, les dirigeants en ville des groupes d'action se faisaient en fait tuer. La colère monte et le mouvement du 26 juillet prend quand même de l'ampleur. Donc, à ce moment-là, le Parti communiste, revirement de situation, en février 1958, il se proclame en faveur de la lutte armée et il prend la résolution de soutenir Castro. Et ils subissent quand même eux aussi la répression qui va donc les amener eux aussi à prendre le maquis. À la suite de tout ça, tout se passe un peu en même temps, mais donc il y a une grève générale qui a été décidée le 9 avril 1958, et ça a été un échec. Ça a été un échec parce que la grève, elle a été seulement conçue comme appui à une série d'attaques militaires qui devaient avoir lieu ce jour-là par les dirigeants du mouvement du 26 juillet.
Et donc, ils voulaient juste assurer le succès d'une grève pour essayer de tenir leur date un peu secrète. Mais en fait, c'était tellement secret qu'ils ont fait appel à la grève à 11h, le 9 avril à 11h. Quand en fait, toute la population était déjà au boulot. Et puis en plus, les castristes refusaient d'associer le Parti communiste à ça, quand bien même ils avaient dit qu'ils s'associaient avec, qu'eux, ils soutenaient Castro. Les castristes, eux, refusaient de s'associer avec le Parti communiste parce que la plupart du mouvement du 26 juillet était quand même farouchement anticommuniste, quoi. Donc c'est un peu une preuve supplémentaire qui montre que le mouvement du 26 juillet comptait beaucoup plus sur les classes moyennes que sur la classe ouvrière, puisqu'il refusait de s'associer avec le Parti communiste, alors que, quand même, à ce moment-là, le PC cubain rassemble un certain nombre d'ouvriers à qui ils auraient pu donner l'ordre de faire grève assez facilement. Donc le 9 avril toujours, il y a quand même quelques attentats qui ont effectivement lieu, mais la grève n'a pas tellement suivi. Et la journée, elle finit par quand même des morts et de la répression. Et donc, en fait, le prestige, encore une fois, du mouvement du 26 juillet est un petit peu diminué. Et cet échec de la grève va d'ailleurs, par contre, dans le mouvement du 26 juillet, raffermir l'autorité de Castro, qui va convoquer dans la Sierra les principaux responsables du mouvement du 26 juillet qui agissaient, eux, dans les villes. Il va les critiquer, mais surtout, en fait, il va profiter de ça pour organiser un peu plus le mouvement et il va se désigner comme secrétaire général et commandant en chef de toutes les forces armées, y compris des groupes en ville, alors qu'il est toujours dans la montagne. Et donc Batista, il en profite au moment de cette réunion des dirigeants il en profite pour lancer une opération militaire dans la Sierra. Mais l'armée de Batista, en fait, elle n'a pas réussi à vaincre les armées de guerrillos dans la Sierra. Pire, en fait, les troupes de Castro, ils ont pris de l'ampleur. Et au fur et à mesure, Castro gagne de l'influence, il devient le chef de la révolution à venir. Et donc en novembre 1958, les rebelles contrôlent la majorité du pays, notamment la partie du sud, quoi. Et Batista sent un peu le vent tourner, il commence à se préparer à partir. Et donc dans le même temps, l'offensive des guerrilleros se poursuivait et les villes tombaient les unes après les autres. Donc Batista, qui n'avait plus tout à fait les moyens de tenir, faisait simplement bombarder ses attaques, les villes qui étaient tenues par les guerrilleros par aviation. Il les bombardait par aviation. Et donc, le 31 décembre 1958, Batista et quelques-uns de ses copains prennent la fuite, mais il en profite juste avant de partir. Il nomme quand même un président provisoire qui s'appelle Cantillo. Et donc, le lendemain, on est le 1er janvier 1959, et vu que Batista n'est plus là, il y a une explosion de joie et des émeutes dans toutes les rues de la Havane. Et donc là, Fidel Castro, Che Guevara et le mouvement du 26 juillet arrivent à la Havane, dans la capitale. Et donc les groupes armés, ils s'emparent des postes de police, des points stratégiques, des stations de radio, du siège des syndicats. Et sur un autre plan aussi, ça a été un peu la course quand même entre plusieurs groupes d'action comme le mouvement du 26 juillet ou le directoire révolutionnaire, comme je disais, et aussi le Parti communiste. Donc entre qui va prendre la tête et le pouvoir de cette révolution, au vu du fait que Batista soit parti. Bon, évidemment, sans surprise, c'est Fidel Castro qui réussit à s'imposer et il va refuser le pouvoir qui est le pouvoir du président qui a été mis en place par Batista, Cantillo. Et donc, il donne l'ordre pour affirmer de manière populaire le fait que Cantillo n'est pas légitime. Il donne l'ordre le 2 janvier 1959 d'une grève générale pour maintenir l'offensive contre le gouvernement provisoire qui a été mis en place par Batista. Mais
il voulait quand même garder le contrôle de la grève et éviter les débordements. Il demande aux dirigeants du mouvement du 26 juillet d'assurer dans chaque localité l'autorité municipale et le maintien de l'ordre le plus strict. Donc le 2 janvier, la grève générale était pratiquement totale. Les responsables syndicaux les plus compromis sont partis. La rivalité s'engage donc entre le Parti communiste et le mouvement du 26 juillet pour s'emparer de la direction des syndicats. Et partout, en fait, c'est les partisans de Castro qui s'imposent. Et donc on voit bien que Castro peut lancer une grève à tout moment, parce qu'il avait l'appui des ouvriers et des paysans, même s'il ne s'organisait pas, les ouvriers et les paysans, tout seuls. Mais cependant, bon, le soutien de la population, il l'a utilisé seulement pour ses propres intérêts, et donc, en l'occurrence, là, pour dégager ce gouvernement provisoire dont il ne voulait pas. Et donc, à la suite de ça, le mouvement du 26 juillet nomme Urrutia comme président de Cuba parce que Castro refuse de prendre le pouvoir officiellement. Il préfère le confier à des hommes politiques considérés un peu plus respectables, que ce soit par la bourgeoisie cubaine que par l'impérialisme américain. L'autre groupe... Oui, et donc, au vu du fait qu'il y ait plusieurs groupes, le directoire révolutionnaire, les groupes d'action, vous savez, le directoire révolutionnaire demande un peu des places aussi dans le gouvernement et Fidel refuse. Et après ça, il met fin à la grève et il demande de rendre les armes. Et donc, globalement, voilà, ça c'est la révolution cubaine, quoi. Mais, c'est pas fini. À propos du Parti communiste, rapidement, et de leur opportunisme aussi à ce moment-là, bon, le PC, en fait, comme je l'ai dit, il a toujours été un peu loin de soutenir... il n'a jamais tellement... il a jamais tellement soutenu Castro tout du long. Et il l'avait même justement condamné de putschiste petit bourgeois pendant qu'il était dans les montagnes. Et d'ailleurs, il n'avait pas non plus le Parti communiste n'avait pas non plus un passé d'opposant très résolu à Batista, puisque justement, comme on l'a dit, en 1944, certains membres du Parti communiste font partie du gouvernement de Batista. Oui. Bon, ça, vu que je parle déjà depuis un moment, c'est pas grave, je passe cette étape. Mais donc, le gouvernement qui a été mis en place à la suite de la Révolution de 1959, il y a ce gouvernement n'avait pas tellement de quoi effrayer la bourgeoisie cubaine, ni américaine, ni états-unienne. Les politiciens liés au parti traditionnel y étaient d'ailleurs en fait les plus nombreux dans ce gouvernement et ils détenaient des postes particulièrement clés. Pour vous faire un petit tableau de ce gouvernement, il y avait le président provisoire, donc le juge Urrutia, qui était un libéral modéré. Le premier ministre Miro Cardona était lui un homme de loi célèbre. Il était considéré comme les représentants des grands avocats d'affaires capitalistes et comme l'un des politiciens les plus pro-américains de Cuba. Vous voyez le truc. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Agromonte, qui lui avait été candidat du parti orthodoxe aux élections présidentielles de 1952. Il y a le ministre des Finances, Rufo Lopez, qui lui a été chargé du développement des banques dans les gouvernements qui avaient précédé celui de Batista. Et le ministre de la Justice, lui, était lié au milieu d'affaires et au parti orthodoxe. Donc, pas de quoi effrayer, ce que je disais, pas de quoi effrayer les États-Unis, la bourgeoisie des États-Unis, ni la bourgeoisie cubaine. Et donc si on revient un petit peu sur cette guérilla, on se rend compte que les combattants, n'étaient pas tellement très nombreux, et ils étaient d'ailleurs même pas tellement tous armés. Mais par contre, ils avaient le soutien de la population, y compris de la population des villes. Et l'armée de Batista aussi, elle était complètement, démoralisée. Beaucoup avaient été en fait recrutés pendant qu'ils étaient chômeurs, donc ils étaient assez mal payés. Et les guérilleros qui se battaient un peu plus par idéologie prenaient plus facilement le dessus sur ceux qui se battaient dans l'armée de Batista pour quelques pesos par mois, quoi.
Et en effet, la dictature de Batista, qui était pourrie de l'intérieur, elle s'écroule moins sous les coups de la guérilla parce que le sol en fait se dérobe sous ses pieds toute seule, quoi. La population, elle participe pas tellement à la lutte armée, mais la pression populaire renforce quand même cette lutte armée. Et donc à la suite de la révolution, Che Guevara, qui, je le rappelle au cas où je le dis, c'est un médecin argentin, il était très apprécié de la population cubaine. Mais il va participer au gouvernement de Castro à la suite de la révolution, mais il se trouve qu'il va quitter Cuba en 1965. Et donc c'est vrai que son départ rend très triste la population cubaine. Et d'ailleurs, il y a justement un peu des spéculations qui se font sur les divergences d'opinion qui pouvaient se faire entre Che Guevara et Castro. Et ce qui est un peu sûr sur cette affaire, c'est que si l'objectif de Che Guevara était d'impulser des luttes d'émancipation dans tous les pays d'Amérique latine, c'était peut-être pas tout à fait la perspective de Fidel Castro, qui lui n'envisageait pas du tout de soutenir les guérillas dans les autres pays d'Amérique latine, dans toutes circonstances, à l'inverse de Che Guevara. Parce que oui, Che Guevara, il voulait reproduire ce qu'il avait fait à Cuba dans les autres pays, c'est pour ça qu'il est parti, dans les autres pays qui subissaient eux aussi l'emprise coloniale des puissances impérialistes. Et donc il a d'ailleurs dit à propos du Vietnam et des guérillas qu'il fallait créer je vais citer à proprement parler, il faut créer plusieurs Vietnams pour obliger l'impérialisme à disperser ses forces. Mais en fait, si on revient à Cuba, en fonction de ce qu'ils étaient, ces guérilleros, c'est-à-dire, ils étaient en fait un peu des petits bourgeois révolutionnaires, mais du style jacobin, quoi. En fait, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour échapper à l'emprise de l'impérialisme. Et donc maintenant, il faut parler de Cuba aussi un peu après cette révolution et de justement des relations que Castro a entretenues avec les États-Unis et l'URSS. Donc dans un premier temps, Castro en fait, il donne des garanties aux États-Unis. Il appelle la classe ouvrière et la paysannerie au travail en invitant les impatients à attendre les mesures du gouvernement, qu'il promet aussi. Batista était parti, lui avec beaucoup d'argent quand même, il n'est pas parti sans rien, et ça fait qu'il y a en fait une énorme dette dans le pays. Donc Castro, il va jouer en fait les conciliateurs entre la population qui voulait que justice soit faite après Batista et entre les bourgeois propriétaires terriens, parce qu'eux aussi demandaient des garanties. Et la mise en place et donc Castro, il va donc mettre en place des grands procès pour condamner les copains de Batista et pour satisfaire la population. Mais évidemment, ça ne plaît pas aux États-Unis. Les dirigeants des États-Unis, ils vont refuser donc un peu à partir de là de considérer Castro comme un chef d'État. Mais Castro, il essayait tout de même de bien se faire voir. Il a été invité, par exemple, par des journalistes des États-Unis. Et il a vu aussi des ministres responsables, etc. Il a, du coup, à ce moment-là, multiplié les déclarations anticommunistes et il a rencontré des personnalités politiques des États-Unis et aussi le chef de la CIA de ce moment-là. Et donc, c'est au retour de sa tournée, parce qu'il fera aussi une tournée sud-américaine, c'est au retour de cette tournée, en voyant que les États-Unis ne voulaient toujours pas accepter une politique amicale envers Cuba, que Fidel Castro se décide à promulguer une première réforme agraire le 17 mai 1959. Donc ça faisait quelques mois que la révolution avait eu lieu et certains paysans, effectivement, n'avaient plus envie d'attendre les promesses. Les conséquences de la première réforme agraire, elles sont assez modérées, quoi. Les immenses propriétés, celles donc des trusts américains en particulier, étaient expropriées, mais leurs propriétaires devaient être indemnisés.
Et leur rachat était prévu sur 20 ans, mais il se trouve que, bon, à la suite de l'histoire avec le conflit qui allait commencer avec les États-Unis, elles n'ont jamais été payées. Donc des conséquences pas si... Enfin, non, rien. Bref. D'autre part, par ailleurs, les dirigeants cubains, ils ont pris aussi des précautions pour que la réforme, justement, se fasse sans débordement. Donc, c'était les autorités gouvernementales et pas les paysans eux-mêmes qui devaient réaliser la réforme agraire. L'armée, elle était chargée de confisquer les terres, tandis que l'Institution nationale de réforme agraire devait distribuer ou veiller à l'organisation des coopératives et à leur mise en valeur. Donc, première étape. Les crises donc après gouvernementales, elles s'enchaînent un peu puisque beaucoup de dirigeants qui s'assuraient de garantir les intérêts de la bourgeoisie cubaine et états-unienne ont démissionné. Ils étaient remplacés par des proches de Castro. Mais tous ces départs, et en particulier celui de l'ancien homme de la finance lié aux classes possédantes, ça a entraîné des nouvelles désertions parmi les industriels, les propriétaires terriens, les techniciens, les intellectuels. La bourgeoisie se barrait de Cuba, quoi. Et pendant que de nombreux bourgeois, petits et moyens et grands, allaient jouer, effectivement, allaient tenter leur chance aux États-Unis, les dirigeants américains, eux, continuaient leur chantage auprès de Cuba et de Castro. Et donc, au début de l'année 1960, Castro, pour essayer de répondre aux pressions américaines, aux pressions américaines, il se tourne vers l'URSS et il veut faire des accords économiques avec l'URSS sur le sucre. Et donc les États-Unis s'énervent encore plus. Et là, les anticommunistes ont trouvé un prétexte. Et c'est d'ailleurs à partir de là que la propagande anticommuniste des États-Unis envers Cuba a pris beaucoup d'ampleur. Et devant du coup cette mesure de rétention, et comme en outre les centrales sucrières fabriquant le sucre étaient souvent entre les mains de sociétés américaines qui pouvaient refuser de traiter la canne, Castro nationalisa en juillet les usines de sucre. Et aussitôt, là, les États-Unis, à ce moment-là, décident de cesser tout achat de sucre auprès de Cuba, ce qui a eu comme effet d'étrangler l'économie cubaine. Donc, le rapprochement avec l'URSS se fait encore plus, ce qui permet de vendre ce fameux sucre, parce qu'il faut le vendre pour qu'il y ait une économie à Cuba. L'URSS achète plus de sucre, à 770 000 tonnes en 1960 et ensuite 1 million de tonnes par an pendant 4 ans, soit 20% de la production cubaine de l'époque. Mais les relations diplomatiques entre l'URSS et Cuba ont été rétablies seulement le 8 mai 1960 et bien entendu les États-Unis y ont vu une confirmation de ce qu'ils craignaient. Cuba était en train de devenir tout à fait communiste. Donc Castro propose aux entreprises de raffinerie américaines et britanniques de raffiner le pétrole du RSS. Bon, évidemment, ils refusent. Donc Castro, il nationalise les entreprises le 29 juin 1960. Il rationalise les entreprises de raffinerie. Mais bon, si on fait en fait un peu le bilan de cette petite évolution, on se rend compte que ce n'est pas Fidel Castro qui a choisi le rapprochement avec l'URSS, qui allait d'ailleurs après se transformer en alliance. Au contraire, à la base, c'était avec les États-Unis que Castro il voulait faire ce rapprochement, et en fait, c'est eux qui n'ont pas voulu. Ils n'avaient pas tellement accepté Fidel Castro et encore moins les réformes qu'il voulait mettre en place. Donc Castro aurait pu certes capituler devant l'impérialisme américain, comme l'avaient fait tant d'autres dirigeants d'ailleurs avant lui, mais il a choisi de faire front et de s'appuyer pour cela sur les masses populaires qui lui faisaient confiance et de chercher ses alliés là où il pouvait. Et vu qu'il y avait l'URSS, go pour l'URSS quoi. Et, pardon, je vais boire vite de l'eau. Et si normalement vous avez 2-3 bases historiques, c'est la guerre froide à ce moment-là. Et donc les États-Unis, ils n'avaient absolument pas envie d'avoir affaire à l'Union soviétique, même si c'était par l'intermédiaire de Cuba.
Donc ils rompt à ce moment-là, enfin ils rompent le 3 janvier 1961 les accords économiques entre Cuba et les États-Unis. À partir de là, la presse américaine, elle parle de plus en plus fréquemment et ouvertement de préparatifs d'invasion contre Cuba par des anticastristes et elle évoque, la presse, la possibilité qu'en cas de succès et si gouvernement provisoire il y a sur le territoire, que les exilés cubains pourraient compter sur l'aide des troupes américaines. Pas de panique, quoi. Mais donc, effectivement, il y a un débarquement qui a lieu le 16 avril 1961 dans la baie des Cochons. Et la riposte, par contre, de Castro, elle a été immédiate. Après avoir lancé un appel à tout le pays pour une lutte à mort contre l'ennemi, il a fait appel à l'armée et à la police pour faire la chasse aux opposants politiques. Et il y a eu environ 100 000 arrestations en 2 jours. Donc cet échec de l'armée états-unienne, oui, parce que l'image c'était les anticastristes des États-Unis qui vont débarquer à Cuba pour renverser Castro. Moi, en réalité, c'était un peu prévu par la CIA aussi, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et donc cet échec prouvait à la face du monde qu'il n'était pas tout à fait possible de renverser Castro aussi facilement par un simple coup de force, mais qu'il fallait en fait, qu'il faudrait le déloger par une guerre coûteuse et difficile contre tout un peuple. Et donc à la suite de ça, l'URSS voulait à son tour montrer aux États-Unis, parce que guerre froide, ce dont elle était capable, et elle met donc en place des missiles à Cuba en direction des États-Unis, directement. Et c'est ça qu'on appelle la crise des fusées, la crise des missiles, ou la crise de Cuba, bon, peu importe, qui est donc un affrontement diplomatique et militaire qui va opposer les États-Unis et l'Union soviétique sur le sol de Cuba. Et les missiles ils vont rester du 14 au 27 octobre 62. C'est assez rapide, mais c'est assez intense quand même. Oui, parce que vous voyez, le rayon d'action, ça arrive quasiment à Washington, quoi. Des fusées. Mine de rien, à ce moment-là, on a frôlé la troisième guerre mondiale, mais en fait, ça n'a pas eu lieu parce que les dirigeants américains, quand ils ont appris ça, Kennedy il a menacé de faire intercepter et contrôler par sa marine de guerre les navires russes qui voulaient aller à Cuba. Kennedy a dit qu'il fallait démanteler cette base, quoi. Donc ça a été clairement un chantage à la guerre. Et donc finalement, Khrouchtchev, il cède et il ordonne, sans même prévenir Castro par contre, de démonter la base et de renvoyer les missiles. Et d'ailleurs, Castro, il s'est un peu plaint de cette attitude et en particulier du fait de ne pas avoir été consulté, quoi. À la suite de cet événement, la situation elle se calme un peu. Les États-Unis laissent Cuba faire ses affaires avec l'URSS, tout en assurant ses arrières, mais voilà, on n'est quand même pas sur poser des missiles à quelques kilomètres de la frontière de l'autre. Et donc Cuba et l'URSS continuent leurs affaires. Il se trouve qu'à la fin de 1963, Fidel Castro annonce une réorientation donc, de l'économie. On allait de nouveau donner la priorité à la canne à sucre pour la production, parce que la production de la canne à sucre était quand même la mieux sur l'île, et que en plus à ce moment-là était le cours et parce que à ce moment-là le cours était particulièrement élevé. Et donc Castro il fixe comme objectif de produire 10 millions de tonnes de sucre à l'horizon de 1970. Et grâce au sucre, Cuba espérait obtenir donc des capitaux et pouvoir se sortir à terme du sous-développement. Et donc pour développer vraiment l'économie, il fallait en plus des équipements et des capitaux, parce que Cuba, comme tous les pays sous-développés à ce moment-là, n'en avait pas. Et vu qu'ils avaient été sous la colonisation d'abord et sous l'impérialisme ensuite, c'était plus compliqué. Et dans un premier temps, les dirigeants ont cherché à diversifier la production pour conquérir l'autonomie alimentaire et échapper à la monoculture du sucre qui rendait justement Cuba
tributaire des pays acheteurs et qui symbolisait justement l'ancien ordre colonial ou semi-colonial. Mais bon, quand l'impérialisme occupe le monde, on peut difficilement industrialiser un pays sous-développé. Sans passer, évidemment, on peut difficilement industrialiser un pays sous-développé sans passer par le marché mondial du capitalisme. Donc, Cuba continue toujours de faire des affaires avec l'URSS. En 1972, Cuba entre dans le Comecon. C'est un espèce de marché des pays dits socialistes dans lequel Cuba s'intègre de plus en plus, même si lorsque les cours étaient favorables, il lui arrivait de vendre du sucre sur le marché international. Et en 1987, on arrive à ce que pas loin de 90% des échanges extérieurs de Cuba se réalisaient uniquement avec les pays de ce marché du Comecon. Et donc, l'alliance au niveau économique avec l'URSS était faite. Il fallait aussi une petite preuve niveau politique, pour l'URSS en tout cas. Et donc, l'un des symboles un peu clair aussi du rapprochement avec l'URSS, ça a été la naissance en 1965 du Parti communiste cubain, à la tête duquel Castro était évidemment. Mais bon, quand on y regarde de plus près, Castro avait fait allégeance à Moscou parce que c'est ce qui lui permettait surtout de rester maître de sa propre île. Et juste après la Révolution, il y avait encore, en fait, parce que juste après la Révolution, il y avait encore plusieurs partis politiques à Cuba, mais Castro, il n'aimait pas bien ça. Et donc après avoir négocié, il y a eu la naissance d'une formation, des organisations révolutionnaires des organisations révolutionnaires intégrées et dont le dirigeant était évidemment Castro. Mais vu qu'il y avait encore théoriquement que 3 partis, en 1962, ces 3 partis ils fusionnent dans le Parti uni de la Révolution socialiste cubain. Et pour finir, au terme justement de 1965, le Parti communiste cubain, où Fidel Castro était toujours à sa tête, mais au moins c'était en lien avec l'URSS. J'ai bientôt fini. Pardon. Et donc, après, il y a eu quand même la chute de l'URSS. Et donc, Cuba se retrouve en crise économique, vu que tout était basé sur ça. Toute son économie était basée avec l'alliance de l'URSS. Et au vu du fait qu'elle est en crise économique aussi parce que du coup, les États-Unis ont un embargo depuis très longtemps et ils interdisent évidemment à toutes les entreprises américaines de faire du commerce à Cuba. Donc sans l'URSS et sans les États-Unis, c'est la crise économique pour Cuba, quoi. Et cette crise, elle se traduit aussi dans la population, parce que on le voit, normalement à Cuba, on peut acheter que ce à quoi on a droit sur un carnet qui s'appelle la libreta. Mais en fait, il se trouve que la population ne trouve pas toujours dans les magasins ce à quoi même ils ont droit. Et donc le lait est réservé aux enfants de moins de 7 ans, mais ils n'en reçoivent pas toujours. De même, en fait, les adultes, ils n'ont pas toujours leur ration ni de viande ni de riz. Et parfois, ceux auprès desquels on peut espérer un peu se procurer ceux auprès desquels Cuba et l'économie cubaine espèrent remonter un peu la pente, c'est via les touristes que le gouvernement donc s'est efforcé d'attirer en tant que source de revenus à ce moment-là. Mais donc, c'est pourquoi la mendicité auprès des touristes et la prostitution qui avait quasi disparu pendant des années est réapparue à ce moment-là. Et donc, au vu de la misère, il y a beaucoup et de la crise économique à Cuba, il y a beaucoup de migration. Les migrants qui vont partir de Cuba, on va les appeler les balseros parce qu'ils vont traverser la mer et ils vont prendre un bateau pour arriver jusqu'aux États-Unis.
Et bon, bah là, de leur côté, les États-Unis les États-Unis encourageaient même fortement cette immigration pour des raisons politiques. Et tout Cubain qui arrivait illégalement sur le territoire était tout de même assuré d'être pris en charge et de rester aux États-Unis s'il le voulait. Donc c'était vraiment bienvenu, quoi, contrairement à aujourd'hui. C'est pour dire à quel point les États-Unis voulaient mettre à mal Cuba, quoi. Et avant ça, et même pendant cette crise, en fait, la pauvreté constatée à Cuba est moins pire quand même que dans d'autres pays d'Amérique latine, que ce soit au niveau de la médecine, de la mortalité infantile ou même au niveau de l'alphabétisation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut constater sur l'île d'Haïti, qui est une île assez semblable à Cuba, au vu du fait de la géographie. C'est une île aussi caribéenne, et au vu aussi des ressources dont l'île dispose. Sauf que, bon, bah, d'un côté, Cuba est communiste, et de l'autre, Haïti est sous l'influence, sous l'impérialisme. Et en fait, Haïti a été sous l'influence impérialiste parce qu'elle s'est faite punir d'avoir essayé de s'affranchir de la colonisation et de l'esclavage. Alors que de l'autre côté, Cuba, elle, a réussi à résister contre l'impérialisme américain. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, c'est compliqué pour les Haïtiens, puisqu'il y a quelque chose qui fait un peu l'actualité. Hier, c'était ça. Hier, le 17 avril, c'était les 200 ans de l'indemnité imposée par la France à Haïti pour sa liberté. Et Emmanuel Macron a annoncé qu'une commission franco-haïtienne d'historiens allait étudier l'impact de la très lourde indemnité financière. Bon, ça veut... Pardon. Mais voilà, mais Macron, il ne fait pour le moment il ne fait aucune mention en fait d'une éventuelle réparation financière. Hein. C'est encore pour l'instant juste une manière de se racheter potentiellement une image, quoi. Bon, et pour conclure, en parlant de Cuba, le mérite de Castro, c'est d'avoir été fidèle à sa manière aux classes populaires de son pays. Il avait promis la réforme agraire et il a tenu parole. Et malgré les pressions américaines auxquelles il a refusé de céder, malgré, il a tenu parole sur la réforme agraire, malgré les répressions américaines auxquelles il a refusé de céder en 1960. Castro, par contre, il ne se disait pas internationaliste, il ne parlait pas au nom de la classe ouvrière ni cubaine ni internationale. Et bon, si depuis s'est dit communiste, comme on l'a vu, c'est parce que l'idéologie stalinienne du socialisme dans un seul pays lui convenait parfaitement pour justifier son régime. Et ceux qui, en fait, entouraient Castro se disaient cubains, patriotes, anticommunistes et, en fait, souhaitaient faire fonctionner le capitalisme et l'exploitation de façon un peu plus humaine, sans vouloir changer fondamentalement ni la société cubaine, ni le reste du monde. Et en fait, dans notre monde, il n'y a pas tellement de solutions à l'échelle d'un seul pays et encore moins d'une petite île pauvre. Et c'est que le problème en fait, de notre temps est plutôt de mettre à la disposition de tous les peuples les immenses ressources industrielles et technologiques que les grandes puissances impérialistes ont accumulées sur leur sol. C'est celui plutôt de la révolution socialiste mondiale, et ce n'est pas la patrie ou la mort, comme c'est le cas à Cuba, mais le socialisme mondial est plutôt la vie, qui doit écrire en lettres, oui voilà, parce que c'est le cas à Cuba, non bon, voilà, mais ce n'est pas donc la patrie ou la mort, mais plutôt le socialisme ou la vie, et la vie. Voilà, je m'arrête là.